Zoom, je suis très heureux d'accueillir sur TV Liberté un spécialiste de l'Indochine, Paul Rignac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau sur TV Liberté pour présenter votre nouvel ouvrage Ngo Dinh Diem, une tragédie vietnamienne. L'ancien président de la République du Vietnam, il a été de 55 à 63, bénéficie, je l'ai vu, de très nombreux ouvrages aux États-Unis, et c'est quand même un paradoxe, ils sont très rares en France. Peut-on donc, à travers vous, présenter rapidement, téléspectateurs TV Liberté, celui qu'on a dit être l'anti-Ho Chi Minh? Diem était un mandarin catholique, né à Hue au début du siècle. Et effectivement, c'est un homme qui a été formé selon la volonté de son père, Ngo Dinh Ca, pour être un futur dirigeant du Vietnam. Et il était sans doute, parmi toute l'élite vietnamienne, l'homme le plus capable de diriger son pays en opposition à Ho Chi Minh et en opposition à la doctrine communiste. Alors, vous parlez de Ngo Dinh Diem comme un personnage, vous le dites dans l'ouvrage, hors du commun. Alors, quelles sont ses origines? Vous les avez déjà évoquées. Un mandarin, ça veut dire quoi, clairement, à l'époque? À l'époque, un mandarin, c'est quelqu'un qui a fait des études et passé des concours pour diriger son pays. Le mandarin, c'est un mot français. Là-bas, on les appelle les lettrés. Les lettrés passaient des examens très difficiles pour accéder à l'administration. C'est une sorte d'énarchie, si vous voulez. On peut comparer le mandarinat au système de l'énarque actuel en France. Il est né en 1901. Et une première information quand même qui est importante, son nom de baptême est Jean-Baptiste, Jean le Baptiste. C'est donc vraiment un catholique pratiquant. Pourquoi ce choix de Jean-Baptiste et pourquoi finalement il disparaîtra pour, bien évidemment, on ne va pas l'appeler Jean-Baptiste pendant toute sa vie et toute sa carrière? Parce que le prénom chrétien dans les familles chrétiennes vietnamiennes était uniquement à destination familiale. Et il ne figure pas dans les documents d'état civil. Donc c'est d'ordre privé et ça n'a absolument rien d'officiel. Donc personne ne l'appelait Jean-Baptiste. On appelle très peu les Vietnamiens par leur nom de baptême chrétien, quand ils sont chrétiens évidemment. On appelle un Vietnamien par son prénom. Le nom de famille, c'est Ngo Dinh. Ngo, c'est le nom. Dinh, c'est une sorte de particule qui est assez variable. On peut avoir van, on peut avoir toutes sortes de particules. Dinh est une particule assez rare. Ce qui fait dire à la famille Diem qu'elle est d'origine noble et plus rare que les autres familles. C'est pas Ngo Van, c'est Ngo Dinh. Et Diem, c'est le prénom. Et au Vietnam, on appelle quelqu'un par son prénom. On dira donc Monsieur Diem. Alors, Monsieur Diem, il est d'une famille catholique, de mandarin, pas seulement parce qu'un de ses frères va être évêque. C'est-à-dire que, oui, il va être évêque, c'est une autre forme de mandarinat. Les concours du mandarinat, les concours triennaux qui permettaient de choisir les mandarins, ont été abolis en 1919. Donc, pour les plus jeunes frères de Diem, il n'était plus question d'être mandarin au sens ancien du terme, mais d'être un diplômé d'une école d'administration qui permettait d'accéder aux plus hautes instances du gouvernement. Donc, effectivement, il aura un frère parmi une nombreuse fratrie. Un de ses frères sera évêque puis cardinal, Monseigneur Ngo Dinh Thuc. Un autre frère fera ses études en France et sera diplômé de l'école des Chartes, New. Et enfin, le plus jeune frère, Luyen, sera centralien et sortira très bien noté de l'école centrale et fera une brillante carrière de diplomate par la suite. Il y a d'autres frères et sœurs, bien sûr, on ne peut pas tous les nommer ici. Voilà, donc on voit quand même, à travers cette famille, qu'il y a, bien évidemment, la notion catholique, nous venons de l'évoquer, il y a aussi cette notion de francophonie, bien évidemment, qui s'associe à cette famille. Et pourtant, Ngo Dinh Diem ne sera jamais un instrument aux mains des Français. Il voit même dans l'empereur Bao Dai, qui est lui francophone, installé un peu par les Français, eh bien, il dit c'est un instrument aux mains des Français, et lui développe plutôt une haine de la France. Malheureusement, oui. Je dirais que tout cela procède de la volonté du père. On est dans une civilisation patriarcale, et la puissance du père, Ngo Dinh Ca, est extrêmement importante dans la famille. C'est un peu le père qui a décidé de la carrière de chacun de ses enfants. Il a un petit peu placé ses pions
sur toutes les cases de l'échiquier, de façon à ce que sa famille maîtrise d'une certaine façon le pays, les destinées du Vietnam. Donc un frère aîné, Coy, qui va faire des études classiques du temps des concours triennaux du mandarinat, et Coy va suivre une carrière de mandarin tout à fait traditionnelle jusqu'à devenir vice-roi d'Annam, c'est-à-dire un des postes les plus importants avant l'empereur. Les autres frères, dans l'ordre, Ngo Dinh Thuc, dont on a parlé tout à l'heure, qui gravira les échelons de la hiérarchie ecclésiale jusqu'à devenir cardinal. Et puis, bon, comme on a dit, Nhu, Can et Luyen. Et j'oublie encore les femmes qui n'ont pas fait de carrière professionnelle, mais une des sœurs de Diem aura un rôle très important, c'est Hip, qui aura un rôle très important dans la fratrie. Alors, cette haine de la France se traduit par une certaine haine, entre guillemets, de l'empereur Bao Dai. Et pourtant, c'est l'empereur Bao Dai, bien avant son abdication, bien avant son exil en France, eh bien, qui va organiser le retour de Diem, puisqu'il est en Europe. Il va l'organiser pour son retour au pouvoir. Il va en faire même son Premier ministre. Comment on explique ce renversement? Oui, je voudrais conclure et faire le lien avec votre question précédente. K a donc placé chacun de ses enfants sur l'échiquier en ayant bien soin d'en placer du côté français et du côté anti-français, de façon à ce que la famille soit toujours aux premières places pour arriver au pouvoir. C'était extrêmement habile, ça n'était pas sans contradiction. Sur son lit de mort, il a demandé à Diem de lutter jusqu'à la force armée si nécessaire contre les Français. Donc il a fait très clairement de Diem son héritier dans le côté francophobe. Par contre, il a expressément demandé à ce que le petit dernier, Luyen, aille faire ses études à Paris, à l'école centrale, pas n'importe où. En plus de ça, Luyen était hébergé chez M. Charles, l'ancien résident supérieur en Annam. Donc on profitait le plus possible des Français, l'hébergement, la scolarisation, l'université par la suite. Et d'un autre côté, on recommandait à d'autres frères de lutter à mort contre les Français, puisqu'on leur recommandait à Diem de s'armer contre les Français si nécessaire. Donc il y a un paradoxe, il y a une façon aussi de placer ses pions partout où il faut pour s'assurer du pouvoir. Et effectivement, alors j'en arrive à votre question présente, Bao Dai avait d'abord beaucoup d'estime pour les qualités intellectuelles de Diem et pour ses qualités d'administrateur, parce que très vite, en sortant de l'école Hobao de Hanoï, où il a fait ses études, Diem est devenu chef de district, chef de province, préfet. Il a gravi tous les échelons de l'administration vietnamienne en démontrant de grandes qualités d'administrateur. Et là, ça permet de s'inscrire en faux contre certains historiens qui prétendent que Diem était juste un mandarin moyen, pas plus intéressant que ça, un petit provincial qui aurait jamais dû accéder à d'un niveau supérieur du gouvernement de l'État. C'est complètement faux. Diem a une expérience de terrain et était un excellent administrateur au plus haut niveau. Son expérience de terrain s'est traduite par un contact avec les populations, et surtout les populations rurales, puisque le Vietnam est essentiellement un pays rural. Diem parcourait son district ou sa préfecture à cheval à longueur de journée, ce qui suppose une santé et un courage physique assez remarquable, parce que ce n'est pas un pays facile, c'est un climat très éprouvant. Les pistes sont très difficiles, tous les Français qui ont connu l'Indochine vous le diront. Et parcourir ces pistes à cheval à longueur de journée pour visiter le moindre village démontre un intérêt profond pour les populations rurales, un grand courage physique, en plus de ses qualités intellectuelles et de ses qualités politiques. C'est pour ça que Bao Dai le choisit, et en 1954, c'est vraiment le rendez-vous de Diem avec l'histoire, et qui va se poursuivre, cette prise de pouvoir, par un événement précis qui se déroule un an plus tard, en octobre 1955. C'est un référendum qui remplace l'État du Vietnam par une république du Vietnam, tout en s'auto-proclamant lui-même chef de l'État. L'empereur va abdiquer, Bao Dai va abdiquer et partir en exil en France, où il est mort il y a quelques années. Et on va beaucoup parler de ce référendum, mais on va dire que c'est un référendum qui était absolument truqué. Ça, c'est vrai. Je reviens un peu en arrière. La première fois que Bao Dai fait appel à Diem, c'est en 1933. Le gouvernement général français, en la personne du gouverneur général Pasquier, souhaite se débarrasser du régent Nguyen Hue Bai, le Premier ministre de l'époque, jugé trop hostile aux Français. Il demande à Bao Dai de changer de Premier ministre. On ne nomme pas exactement un Premier ministre, on nomme un gouvernement qui est censé être favorable aux Français, avec de jeunes administrateurs que l'on espère plus malléables que l'ancien régent. Et c'est Diem qui est pratiquement à la tête de ce gouvernement. Il n'a pas le titre exact de Premier ministre, mais il est ministre de l'Intérieur. Malheureusement, l'expérience va durer 3 mois et demi.
C'est-à-dire que Diem a de vrais projets d'autonomie pour le Vietnam. Ce sont des projets intelligents, assez simples, qui n'auraient pas coûté très cher à la tutelle coloniale, mais il s'est heurté à un refus catégorique. Il a démissionné avec fracas. Et la France, le gouvernement français s'est vengé d'une façon qui n'est pas très élégante en le dégradant, en lui retirant tous ses grades et toutes ses décorations. C'était une petite humiliation qui n'a fait que renforcer la francophobie de Diem et qui n'a pas servi à grand-chose sur le plan politique sur le moment. Cela dit, malgré cela, malgré cette démission qui a causé beaucoup de tort à Bảo Đại, parce que Bảo Đại comptait sur Diem, malgré cette démission, Bảo Đại fera à nouveau appel à lui, comme vous venez de le dire, en 1954, juste avant les accords de Genève. C'est à peu près concomitant, mais la nouvelle nomination de Diem comme Premier ministre par Bảo Đại se fait le 3 juin 1954. Les accords de Genève sont conclus par la déclaration verbale du 20 juillet. Donc c'est concomitant. Autour de Diem, il y a beaucoup d'idées reçues, de vérité, mais aussi des injustices. Alors, on va essayer d'y voir plus clair. Alors, on a beaucoup évoqué son autoritarisme. Est-ce qu'on peut parler d'un régime qui devient dictatorial, disons de 55 à 63 ? Alors, il y a eu une boutade de la part de son interprète, qui était parfaitement francophone et francophile, qui a fini ses jours en France, et dont le fils est toujours en France, Marcelino Truong, qui m'a beaucoup aidé dans la réalisation de ce livre. Et M. Truong Bukhan, donc l'interprète de Diem, disait que le régime de Diem était trop confus pour être une dictature. Et il n'avait peut-être pas tout à fait tort, mais surtout Diem avait un sens assez particulier de la démocratie, qui était hérité en fait d'un constat objectif et factuel de la situation du Vietnam. Comme quoi, la démocratie à l'occidentale ne pouvait pas du jour au lendemain s'adapter à un pays comme le Vietnam avec d'autres traditions, un autre passé, une autre culture. La culture vietnamienne ne permet pas l'éclosion de l'individu. Dans la culture vietnamienne, ce qui compte, c'est la famille, au cran au-dessus, le clan, et au cran au-dessus, le village. Et même l'empereur ne peut pas rentrer dans le village sans l'autorisation du chef du village. Donc ce sont des structures collectives très importantes, et on peut dire, en caricaturant un peu, que la société vietnamienne est plus collectiviste qu'individualiste. Dans ce sens, le vote, une personne, une voix, n'a pas beaucoup de sens. Et c'est pour ça que Diem a tenu à développer davantage une philosophie basée sur le personnalisme chrétien, que peu de gens ont comprise à l'époque. Mais cette philosophie tendait à développer l'intérêt pour la personne plus que pour l'individu. Ce n'est pas qu'une nuance sémantique. C'est absolument fondé sur la culture vietnamienne. Donc, difficile de parler de dictature, parce qu'évidemment, ça ne correspond pas aux critères de la démocratie telle que nous la concevons en Occident, mais nous, on a mis 200 ans, 300 ans à la créer, cette démocratie. C'était aberrant de demander au Vietnam de la créer en 2 mois. Donc Diem n'était pas vraiment un dictateur, c'était un régime autoritaire qui n'était pas tout à fait en phase avec les démocraties occidentales, mais parler de dictature est très excessif. On regarde ce qui arrivera après d'ailleurs, où là, en plus par rapport à ce qui se passait au Nord. Bien sûr. Diem a toujours favorisé, on le voit, la minorité catholique. Alors, du coup, on lui a beaucoup reproché sa persécution de la majorité du peuple vietnamien, qui est bouddhiste. Le gouvernement de Diem a toujours nié toute allégation de persécution. Alors, quelle est la réalité ? La réalité, c'est que cette persécution des bouddhistes est une pure invention politico-médiatique. C'est parti du Nord communiste, qui n'arrivait pas à vaincre Diem sur le plan de la dialectique communiste ou monde libéral, enfin monde libre. Donc, devant cet échec, parce que Diem, on y reviendra peut-être tout à l'heure, Diem a pratiquement vaincu les communistes sur les terrains, sur le plan de la guérilla grâce au hameau stratégique et même sur le plan des batailles rangées en ordre traditionnel, si vous voulez. Diem était sur le point de gagner, on envisageait une victoire finale en 1965. Donc 2 ans après son assassinat, les choses auraient pu être terminées. N'arrivant pas à l'éliminer avec les dialectiques traditionnelles, le Nord a dépêché des agents communistes dans les pagodes.
du Sud-Vietnam, qui ont été infiltrés et transformés en foyers de sédition anti-gouvernementale. Dans les faits, il y a deux choses, deux plans sur lesquels il faut insister. D'abord, sur le plan philosophique, il est complètement aberrant de penser que Diem aurait pu être hostile aux bouddhistes. Parce que Diem était si profondément ancré dans la tradition philosophique et religieuse de son pays que ça aurait été un suicide de sa part. C'était même pas envisageable. On dit que la maison religieuse vietnamienne est à plusieurs étages. Elle ressemble à une pagode, elle a l'or et le rouge d'une pagode. C'est le commandant Savani qui a défini cette image dans un très beau livre sur les religions vietnamiennes. Mais elle a plusieurs étages. Il y a un étage bouddhiste, il y a un étage confucéen, il y a un étage taoïste, et dans certaines familles, il y a un étage catholique. Et il est complètement fou de penser qu'un catholique va mettre le feu à l'étage bouddhiste pour protéger son étage à lui. C'est une image, mais elle révèle bien la réalité. Donc la persécution était une chose impossible dans le sens philosophique et profond de la mentalité de Diem. C'est également une chose impossible dans les faits, parce qu'on ne trouve aucun fait qui puisse étayer cette thèse de soi-disant persécution. Au contraire, il n'a jamais été construit autant de pagodes dans le Sud-Vietnam, c'est plusieurs centaines. Les chiffres exacts ne sont pas connus. Il y a des gens qui parlent de 200 pagodes, d'autres de 2000, c'est un petit peu fantaisiste. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est positif, c'est-à-dire qu'on a construit des centaines de pagodes sous le régime de Diem. Les bouddhistes n'étaient pas tenus d'obéir à la loi sur les associations, alors que l'Église catholique y était tenue. La loi des associations qui disposait de certaines contraintes par rapport à l'Église catholique, alors que les bouddhistes étaient parfaitement libres par rapport à cette loi. On a accusé Diem de donner tous les postes gouvernementaux, tous les postes administratifs de province à sa famille et à des catholiques. C'est complètement faux. Il n'y a jamais eu un seul membre de sa famille qui ait été ministre. Et que l'on regarde les ministères, les gouvernements de province et l'administration de base, il y a toujours eu une majorité bouddhiste ou confucianiste ou taoïste, mais seulement une minorité de catholiques. Jamais on n'a vu de majorité catholique dans le gouvernement de Diem, dans aucun de ces gouvernements. Donc cette histoire de ultra-favoritisme des catholiques est une légende. Léger favoritisme peut-être, parce que les catholiques ne représentent que entre 7 et 10% de la population du Sud-Vietnam. Ils sont peut-être arrivés à 10 ou 12% des postes ministériels, des postes d'administrateurs de province, ou même pas dans l'armée. Dans l'armée, ils n'ont jamais représenté plus de 5 ou 7%, donc un équilibre par rapport à la réalité de la population. Donc voilà, la persécution des bouddhistes est une légende. C'est une légende qui va coûter non seulement le pouvoir, mais la vie à Diem, puisque la presse américaine va se déchaîner contre lui, va saisir cette opportunité, et il va y avoir un autre montage médiatique qui va être cette horrible série de suicides de bonzes, dont le premier est tout ce qu'il y a de plus suspect, puisqu'il s'agissait d'un vieux bonze venu du Nord-Vietnam, qui avait déjà fait le vœu de se suicider par le feu pour protester contre la politique d'Ho Chi Minh à l'égard des bouddhistes, qui a été exfiltré et conduit à Hanoï. Et là, l'histoire de son suicide est quand même très étrange, puisque il est arrivé sur le boulevard, à l'endroit choisi par ses disciples pour le suicide, porté par deux jeunes bonzes qui l'ont arrosé d'essence et qui ont gratté l'allumette. C'est-à-dire que c'est quand même un suicide assisté, un peu assisté. Voilà. Et la presse était prévenue à l'avance. C'est-à-dire que le journaliste américain qui a fait la photo était installé en place depuis plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Et comme par hasard, ce suicide a été organisé en face de l'ambassade du Cambodge, lequel Cambodge était d'une hostilité totale à la politique de Diem. Puisque Sihanouk était neutraliste et que Diem ne l'était pas. Vous parlez des États-Unis, et ça c'est un acteur important. On ne comprend pas le départ de la France sans comprendre l'attitude des États-Unis. Il est opposé à la France, on l'a bien compris. Diem, on l'a souvent présenté de fait comme un allié inconditionnel, voire une marionnette des États-Unis. Est-ce que c'est une vision caricaturale? Et à l'aune des faits que vous évoquez, particulièrement surprenant, parce qu'on voit bien que les États-Unis ne favorisent pas le maintien de Diem. Pourtant, il est présenté comme une marionnette des États-Unis. Alors,
Dans cette présentation, il y a certainement une part de jalousie des Français qui ont perdu le Sud-Vietnam et qui ont perdu leur influence sur Diem. Mais la réalité des faits est quand même différente. Diem doit sa nomination à Bao Dai et à personne d'autre. Diem a tenté de gagner à lui une partie des politiciens et de l'intelligentsia américaine, mais pas directement le gouvernement sous la présidence d'Eisenhower. Il est entré en contact avec les libéraux libertaires américains, avec le sénateur Mansfield, avec Kennedy, avec des hommes classés très à gauche et plutôt dans le mouvement syndicaliste américain comme Buttigieg. Et ses premiers contacts aux États-Unis en 1952-1953 sont très à gauche, ce que n'était pas le gouvernement d'Eisenhower. Donc Diem même intervient à l'université du Michigan, il a la cote parmi les Américains de gauche. Et il va sentir que là, il a un public qui peut l'écouter. Il va donc non seulement se présenter comme un anticommuniste, c'était la base nécessaire pour avoir l'oreille des Américains, comme un anticolonialiste, c'est encore mieux, parce qu'il y a une vieille haine de la colonisation française chez nos amis américains. Et en plus de ça, il va se présenter comme un homme de gauche, à travers l'influence de son frère New, puisque New va développer tout un réseau d'amitié dans le syndicalisme chrétien de gauche aux États-Unis et en Europe. Donc il va un petit peu tromper l'élite de gauche américaine sur ce qu'il est vraiment. Parce qu'il est en fait un traditionnaliste nationaliste vietnamien et pas tellement un syndicaliste de gauche, comme son frère New. Alors, est-ce que ces États-Unis, néanmoins, vont être à l'origine en fait de l'assassinat? Alors, vous dites, il y a une campagne de presse qui cherche à lui nuire, mais on dit aussi que les États-Unis ont participé vraiment directement à la mise en place de ce qui va aboutir à l'assassinat de Ngo Dinh Diem, des conditions d'ailleurs particulièrement cruelles. Non, il faut nuancer les choses et suivre chronologiquement par étapes. Dès le début de l'été 1963, et même un peu avant, Kennedy s'est laissé convaincre par des gens de très mauvaise influence, comme Avril Harriman, qui était une véritable catastrophe pour la politique américaine aux États-Unis, et Henry Cabot Lodge, qui est une catastrophe non moins importante. Ces deux personnages, très influents dans le gouvernement de Washington, vont convaincre toute une élite américaine, et particulièrement le président Kennedy, qu'il faut au minimum se débarrasser de New et de sa femme. Parce qu'on n'a pas parlé de Madame New, mais là, pour le coup, Madame New a été une vraie catastrophe pour le gouvernement du Sud-Vietnam et pour l'image de Diem. New passait mal auprès des journalistes, mais n'avait pas que des mauvaises idées, n'était pas le dictateur que l'on caricature généralement. Et il était envisagé par le gouvernement américain et Kennedy de remplacer déjà New et sa femme, première chose envisagée. Si ça ne suffisait pas, évincer Diem et le remplacer. Et expressément dans la volonté des États-Unis, ça n'est pas allé plus loin. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été question, dans aucun document, on ne trouve un ordre d'assassiner Diem. Par contre, Cabot Lodge, nommé ambassadeur des États-Unis à Saïgon au mois d'août 1963, va prendre sur lui de donner son accord à des généraux vietnamiens pour monter un complot et un coup d'État contre Diem et le renverser sans trop regarder ce qui se passerait si, par malheur, il était assassiné. Ça n'est mentionné dans aucun document officiel. Par contre, il est vraisemblable que Cabot Lodge a laissé faire en toute connaissance de cause. Les responsables directs, les acteurs de l'assassinat de Diem le 2 novembre 1963 sont les généraux putschistes vietnamiens, avec à leur tête le général Minh, Big Minh, qui a pris sur lui d'envoyer dans le convoi qui allait chercher Diem dans l'église où il avait cherché refuge à Cholon, d'envoyer un colonel vietnamien qu'il a expressément chargé de ne pas les ramener vivants. En plus, bon, ils auraient été assassinés dans des conditions absolument atroces, avec une barbarie invraisemblable. Les photos des cadavres de New et Diem sont insoutenables. Est-ce que ce fut un véritable homme d'État? Ah, absolument. Et un grand homme d'État, à qui toutefois, il manquait peut-être une qualité. Encore une fois, je ne suis pas un juge, hein, l'historien n'est pas un juge, je constate les faits. Dans les faits, Diem s'est laissé emporter par ses sentiments.
Notre ami Alain Sanders parle d'un patriote de l'espèce amoureuse. Diem s'est laissé emporter par les sentiments et n'a pas tenu compte de cette phrase du général de Gaulle, qui était un fin politicien, que les États n'ont pas d'amis, mais ils ont seulement des intérêts. Et Diem est peut-être passé quelquefois à côté des intérêts de son pays en raison de son inimitié viscérale pour la France, de cette rancune qu'il avait envers la présence coloniale française. Merci beaucoup Paul Rignac de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir Ngo Dinh Diem, une tragédie vietnamienne. Merci, c'est aux éditions Folfer. Merci à vous.